L'esprit commande le corps et le corps obéit. L'esprit se commande à lui-même et il rencontre la résistance. Aujourd'hui, je vous propose une méthode qui vous aidera à garder le moral et même à développer votre mental pendant le confinement. Alors, il y a des gens qui vivent plus ou moins bien le confinement, mais il y a des catégories de population qui sont plus à risque, entre guillemets. Quatre catégories en particulier. Les gens qui ont été mis au chômage technique. Alors, selon les pays, on n'appelle pas forcément ça chômage technique, mais dans les faits, il s'agit bien de cela. Même si en France, ça a été requalifié en congé suite à certaines lois scélérates, toujours est-il que c'est du chômage technique et que ça confronte des gens qui n'en ont pas l'habitude à l'oisiveté dans un contexte qui n'est pas l'oisiveté des vacances, puisque c'est une oisiveté avec assignation à domicile, puisque nous sommes, pour la France métropolitaine en tout cas, confinés. Deuxième catégorie de population, les gens qui ne sont pas oisifs, entre guillemets, parce qu'ils sont en télétravail et qu'ils ont vraiment des choses à faire. Je le précise parce que je connais plusieurs personnes qui ont été mis en télétravail, mais qui progressivement se sont retrouvées sans travail réel. Mais si vous avez un vrai travail, des vraies tâches à accomplir et que vous êtes en télétravail pour la première fois, eh bien, vous découvrez peut-être des difficultés d'organisation qui ne vous étaient pas venues à l'idée parce que certaines personnes tentent à idéaliser le télétravail, pas de transport en commun, pas d'embouteillage, on est chez soi, on peut travailler, passer du temps avec ses enfants ou écouter de la musique au boulot, mais on s'aperçoit que c'est compliqué éventuellement de se discipliner. Et dans un contexte où la pression sur les employés va aller grandissant, puisque qui dit récession économique dit chômage de masse, et qui dit chômage de masse dit encore plus de chantage à l'emploi, pour certains secteurs en tout cas, forcément, vous pouvez culpabiliser si vous n'arrivez pas à être aussi productif que ce que vous demande votre hiérarchie. Troisième catégorie de population, les gens qui sont extravertis, tout simplement, les gens qui, indépendamment de leur profession, de leur situation professionnelle, ont l'habitude de passer la majorité de leur temps de loisir avec des gens, parce que ce sont des personnes extraverties qui se rechargent, au niveau de l'énergie mentale, se rechargent en socialisant avec leurs proches, leurs amis, leur famille, et dans le contexte actuel, évidemment, ce n'est plus possible de socialiser, à part avec votre concubin ou votre concubine, si vous vivez en couple. Quatrième et dernière catégorie de population, qui peut appartenir et être mélangée avec les autres populations, notamment sur le plan professionnel, c'est des gens qui ne sont pas forcément extravertis, qui n'ont pas forcément besoin de relations humaines, en tout cas qui ont moins besoin de relations humaines que ce qu'on appelle les extravertis, mais qui avaient l'habitude de passer beaucoup de temps et de passer la majorité de leur temps libre à l'extérieur de leur domicile. Ça peut être des gens qui sortent seuls. Moi, par exemple, ma compagne va très très souvent au cinéma, elle y va seule, mais elle y va plusieurs fois par semaine. Évidemment, en ce moment, c'est pas possible d'aller au cinéma puisque les salles sont fermées. Donc, on a quatre populations en particulier susceptibles de souffrir du confinement. Je ne parle pas du fait de souffrir de la pandémie en général, avec le climat anxiogène qui règne dans les médias et qui là va toucher n'importe quelle personne qui aurait la mauvaise idée de suivre BFM en continu. Je ne parle pas du fait de s'inquiéter pour les proches qui pourraient tomber malades, etc. Ça concerne potentiellement tout le monde, même si vous continuez à travailler, et même si vous n'êtes pas assigné à domicile pour votre travail ou pour votre chômage technique. La méthode que je vous présente dans cette vidéo, elle s'articule sur deux axes, sur deux piliers qui sont la structure et la vision. Structure parce que vous devez avoir des journées structurées, sur le plan des horaires, sur le plan de ce que vous faites concrètement, pour garder un esprit structuré. On va commencer par cet aspect des choses, puisque c'est celui qui sera le plus évident à comprendre. Premier élément pour structurer votre emploi du temps, c'est établir des priorités. Et établir des priorités à plusieurs échelles de temps différentes, au moins une priorité par semaine. Il faut un objectif hebdomadaire qui peut être accompagné d'un objectif secondaire, d'un objectif tertiaire, c'est pas la question, mais vous devez avoir un objectif numéro 1 pour chaque semaine de travail et vous devez avoir un objectif prioritaire pour chaque journée de la dite semaine. Petite parenthèse, quand je parle de travail, évidemment, on l'a dit, il y a des gens qui sont au chômage technique. Donc quand je parle de travail, je ne parle pas nécessairement de l'emploi salarié et des tâches que vous devez faire si vous êtes en télétravail. Ça peut effectivement être le cas, mais pour les gens qui sont
au chômage technique, il va falloir trouver des choses à faire. Que ça soit une forme d'éducation, hein, ça peut être rattraper les livres qu'on avait prévu de lire et qu'on n'a pas pu lire, ça peut être suivre des cours en ligne, hein, il y a plein de MOOC gratuits qui sont disponibles à l'heure actuelle, ça peut être travailler sur un projet personnel, qu'il s'agisse d'un projet artistique, d'un projet de création d'entreprise, d'un projet sportif, peu importe, mais le travail dont je parle, ce n'est pas l'emploi salarié spécialement, et ça s'adresse donc à tout le monde. Vous devez établir vos priorités pour chaque semaine et pour chaque journée, de façon à ce que chaque jour, vous sachiez par quoi commencer la journée de travail. Avant de commencer cette journée de travail, vous allez pratiquer un rituel ou une routine matinale, si vous préférez. Une routine qui va être la plus courte possible. La mienne, elle fait 20 minutes. D'accord? Je me lève. Bon, je fais un petit détour aux toilettes parce qu'en général, le matin, j'ai envie de pisser. Et une fois que j'ai fait ce truc qui est un automatisme, hein, qui est du même ordre que de se laver les dents, je passe 15 minutes maximum à faire des exercices respiratoires de la méthode Wim Hof. Et ensuite, je fais 5 minutes de yoga. Évidemment, 5 minutes de yoga, c'est pas un entraînement de yoga, c'est pas une session de yoga complète, c'est juste un exercice en particulier que je fais pour réveiller mon corps, pour étirer ma colonne vertébrale. Voilà, c'est vraiment une mise en route musculaire qui prolonge d'ailleurs la mise en route qui se fait aussi à travers les exercices respiratoires. Cette routine, en tout, elle me prend 20 minutes et je vous invite vraiment à regarder comment vous pouvez avoir un début de journée qui vous donne de l'énergie, qui vous réveille dans tous les sens du terme, mais qui ne va pas au-delà de la demi-heure. Pourquoi? Parce que le but, c'est de profiter de notre concentration qui est maximale le matin, notre concentration et notre volonté qui sont maximales pour faire ce qui est le plus important. Donc évidemment, c'est compliqué de se jeter sur le travail au saut du lit. C'est pour ça que je vous invite à prendre cette routine-là, à trouver comment vous allez vous réveiller progressivement en 30 minutes maximum. Il y a des gens qui commencent leur journée par une méditation de 25 minutes. Il y a des gens qui commencent par une petite balade ou un tout petit peu d'exercice physique. Il y a des gens qui ont tout simplement besoin de prendre un petit déjeuner. Je ne l'ai pas précisé, mais moi je pratique le jeûne intermittent, donc ça évacue cette question de qu'est-ce que je mets le matin entre mon réveil et le début de mon travail. Toujours est-il que vous devez trouver une routine qui est brève et qui est vivifiante. Une fois que vous avez accompli votre routine, qui peut aussi consister à tout simplement prendre une douche, hein, il y a des gens qui se réveillent comme ça. Une fois que vous avez accompli votre routine, vous vous attelez à la tâche prioritaire parce que c'est le matin que votre volonté, que votre concentration, que vos capacités cognitives seront à leur maximum. Pour structurer votre journée, il faut aussi en structurer la fin. Et je vais être plus précis que ça, il faut structurer les deux fins différentes de votre journée. Il y a d'abord la fin de la journée de travail et il y a ensuite la fin de la journée dans son ensemble. Donc pour la journée de travail, c'est assez simple, vous devez choisir une heure et vous y tenir tous les jours. C'est plus simple de fonctionner comme ça. Alors, l'heure va dépendre de chacun d'entre nous, on n'a pas la même vitesse de travail, on ne se lève pas à la même heure, on n'a pas la même charge de travail non plus. Et en plus, parfois, on va rencontrer des impondérables et on va être tenté de mordre un petit peu cette frontière. Mais je vous invite à avoir une heure fixe. Alors la première semaine, vous allez peut-être faire des essais et puis adapter ça, mais au bout d'un moment, vous devriez avoir trouvé l'heure qui vous convient, la journée de travail qui vous convient, du coup, parce que ça va délimiter aussi combien d'heures par jour vous consacrez à votre travail. Pour ce qui est de la journée dans son ensemble, c'est un petit peu différent. Alors, évidemment, je vous invite à avoir une heure de coucher qui est fixe, hein, ça c'est quelque chose qui est recommandé aussi pour bien dormir, mais je vais être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire, donc je ne vous jugerai pas si vous n'avez pas une heure de coucher fixe. Par contre, ce que vous devez faire, c'est vous fixer une routine nocturne. Une routine qui arrive après que vous ayez éteint votre ordinateur, éteint les écrans, fermé Netflix et que vous soyez en train de vous préparer finalement pour l'endormissement. Cette routine, en ce qui me concerne, elle s'appuie sur la méditation, mais je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de se mettre à la méditation, donc je suis pas en train de vous dire que c'est obligatoire, je vous dis juste que ça fait partie de ma routine à moi, et je fais un exercice qui s'appelle les 3 actions. Les 3 actions, c'est une liste en fait des 3 actions positives que j'ai accomplies chaque jour. Alors en fait, il y a plus que 3 actions positives
que j'accomplis chaque journée, sauf exception, mais je dois en trouver au moins 3. Et ça me permet de faire un bilan positif de ma journée, même si j'ai rencontré des difficultés, même si j'ai appris des mauvaises nouvelles, même si j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais comme je voulais, parce que dans la vie, on rencontre des impondérables, on rencontre des épreuves, il y a des choses qui se passent pas du tout comme on avait prévu qu'elles allaient se passer, et c'est important de garder l'habitude de se focaliser sur des éléments positifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les problèmes, hein, c'est pas du tout l'objet de cet exercice, mais comme l'être humain a une tendance à ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on a une tendance à accorder plus de valeur à une information négative qu'à une information positive, ce qui est très problématique dans une époque où on est hyper connecté. Il y a beaucoup d'informations négatives à notre disposition, et en plus, les médias, en général, se focalisent sur les informations négatives. Et quand je dis les médias, je parle aussi bien des grosses chaînes de télévision ou des journaux traditionnels de la francophonie que des médias alternatifs qui sont obsédés par tout ce qui ne va pas dans la société. Donc, c'est très facile aujourd'hui de se noyer sous la négativité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche, mais tous les soirs, regarder la journée en cherchant ce qu'on a accompli de positif, c'est quelque chose qui permet en fait de muscler notre cerveau. Ça entretient un réflexe cognitif de positivité, si je puis dire, et ça permet d'équilibrer ce biais de négativité. Les techniques que je viens de vous présenter relèvent de la partie structure. On l'a vu, ce sont des techniques qui vous permettent de structurer votre journée et votre semaine, structurer votre quotidien pour garder un esprit qui a des objectifs, qui a des contraintes à respecter, parce que la liberté naît dans la contrainte. On va maintenant s'intéresser à la partie vision de la méthode que je vous propose. Cette partie vision qui est plus subtile à appliquer parce qu'elle implique un plus grand travail psychologique que simplement se forcer à établir des listes de priorités, se forcer à commencer la journée par telle ou telle routine et par telle ou telle tâche prioritaire. Construire votre vision, ça implique plusieurs choses et la première d'entre elles, c'est d'avoir une vision à long terme. Dans la partie structure, je vous ai parlé d'objectifs journaliers et d'objectifs hebdomadaires. Et on peut même pousser ça à une échelle un petit peu plus grande et fixer des objectifs mensuels. Moi, en général, c'est pas mon cas. J'ai pas un objectif mensuel. J'ai 3 objectifs qui sont répartis sur les 3 premières semaines. Et la 4e semaine va me servir éventuellement à rattraper mon retard ou à m'intéresser à un objectif bonus. Donc, je fonctionne comme ça par système mensuel. Toujours est-il qu'on est très loin de l'échelle temporelle dont je vais vous parler maintenant, puisque quand je parle de vision à long terme, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être capable de répondre à la question suivante. Quelle personne je veux être et quelle vie je veux avoir menée lorsque, à l'âge canonique de 85 ans, je me retournerai pour regarder mon parcours. Alors je sais, on va pas tous vivre jusqu'à 85 ans. J'ai pris l'espérance de vie haute, c'est l'espérance de vie des femmes, je crois. Les hommes, c'est 79, 80. Toujours est-il que on ne va pas tous atteindre cet âge-là. Et à 85 ans, il y a des choses qu'on sera plus capable de faire depuis déjà peut-être l'âge de 70 ans ou 75 ans, notamment en matière d'activité physique. Mais c'est un symbole d'âge très avancé. C'est le symbole ultime que j'ai trouvé pour caractériser justement cette vision à très long terme. Je ne vous parle pas de 5 ou 10 ou même de 15 prochaines années, sauf si vous avez déjà 55 ans, mais je vous parle d'une très très longue échéance qui va vous apporter plusieurs avantages, et notamment l'avantage de ce que j'appelle l'esprit marathon. Qu'est-ce que c'est cet esprit marathon? C'est le fait que lorsque vous avez une vision à très long terme et que vous poursuivez les objectifs qui s'inscrivent dans cette vision, alors les épreuves, les contrariétés deviennent de simples contretemps. À moins d'une catastrophe radicale, par exemple, votre objectif de vie, c'est à 85 ans de vous retourner en ayant couru 10 marathons, ce qui n'est pas énorme, hein. Pour quelqu'un qui commence à faire du marathon, on peut en faire entre 40 et 50 ans, ça fait un par an. On peut faire beaucoup plus que 10 marathons dans une vie, selon l'âge auquel on commence à se fixer cet objectif. Toujours est-il que si c'est votre objectif et que vous vous retrouvez amputé des 2 jambes,
Ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Je vous renvoie à tout ce qui est handisport, mais ok, là ça va être plus qu'un simple contretemps. Mais si vous vous cassez la jambe à l'âge de 30 ans, bah, vous savez que c'est un contretemps dans votre entraînement, parce que vous allez porter un plâtre pendant quelques mois, vous allez reprendre la course à pied, et à l'âge de 85 ans, vous aurez effectivement couru un certain nombre de marathons après le problème du plâtre. Donc, le fait d'avoir une vision à très long terme, ça permet de replacer les épreuves qu'on rencontre de leur contexte. Et c'est valable, par exemple, pour le confinement qui tape sur les nerfs de beaucoup de personnes. Ce confinement, c'est quelque chose d'inédit pour la plupart d'entre nous, hein, pour vraiment la majorité d'entre nous, parce que, à moins d'avoir connu peut-être l'occupation de la partie nord de la France, personne n'a connu de telles restrictions de liberté, et personne n'a connu un événement qui a eu autant, qui est en train d'avoir un tel retentissement à l'échelle mondiale. Donc on vit quelque chose d'exceptionnel, et comme on est à l'époque d'Internet en plus, on voit l'histoire s'écrire devant nous. Toujours est-il que, même si on était confiné 3 mois d'affilée, ce qui serait vraiment la fourchette haute d'un confinement, et qui à mon avis n'arrivera pas, hein, je pense qu'au mois de mai, on sera dans un déconfinement peut-être progressif, peut-être selon les zones urbaines, mais normalement, avril, mai, juin, au mois de juin, on devrait tous être dehors. Pour la France, hein, je parle pour la France. Après, il y a des pays qui ont été confinés plus tard. Toujours est-il que, même si c'était 3 mois, fourchette apocalyptique, en fait, ça ne va pas durer éternellement. Et si votre vision de vie se limite aux 3 prochains mois, alors le confinement devient le centre de votre existence. Et c'est logique, parce que c'est vraiment le centre de votre existence, puisque votre vision se limite au prochain trimestre. Si par contre, vous avez une vision sur les X prochaines années, alors le confinement, il est replacé dans son contexte, c'est-à-dire le contexte d'une épreuve temporaire, d'un désagrément temporaire. Ça ne veut pas dire que la pandémie n'aura pas des effets très très durables sur l'humanité. Très clairement, hein, ça va changer un certain nombre de choses. Je le répète, je pense qu'on est en train de voir l'histoire qui s'écrit, mais le confinement en tant que tel est extrêmement temporaire si on le replace à l'échelle des 10 prochaines années, et si on le replace à l'échelle des 30 prochaines années, il devient microscopique. Avoir une vision à long terme, adopter et développer cette vision, ça apporte aussi un autre bénéfice, qui est celui du perfectionnement. Autrement dit, vous allez pouvoir mettre en pratique votre antifragilité. Alors, l'antifragilité, à la base, c'est pas une question de long terme ou de court terme, encore que. L'antifragilité, ça désigne simplement le fait que quand il y a des chocs, quand il y a des crises, il y a des parties d'un système, que ce soit un système économique ou le système humain, parce que un organisme, un métabolisme humain, c'est un système. Des parties de ce système vont être détruites par le choc, et d'autres vont survivre. Il y a des parties de nous, des parties physiques et des parties mentales, qui vont craquer sous finalement l'assaut du confinement, sous l'assaut du stress que la situation extérieure vient mettre sur nos vies. Il y a des choses qui sont attaquées, plus ou moins physiquement, mais surtout psychologiquement par les contraintes du confinement, et c'est l'occasion d'apprendre à se connaître, et d'accepter de changer et d'abandonner certaines parts de notre esprit, certaines visions, certaines croyances ou certains comportements. En étant enfermé chez vous, enfermé sauf quand vous sortez faire vos courses, et notamment quand vous utilisez votre droit à faire 1 heure de sport par jour, hein, j'insisterai jamais assez sur l'importance d'utiliser l'attestation dérogatoire qui vous autorise à faire 1 heure de sport chez vous, enfin à l'extérieur de chez vous. Faites-le pour vous aérer, c'est extrêmement important quand on est comme ça, assigné à notre domicile. Bref, vous allez peut-être vous apercevoir en étant quasiment enfermé chez vous que vous avez tendance à manger de la mauvaise nourriture, que vous avez tendance à passer trop de temps devant Netflix ou je ne sais quel autre service de streaming. C'est l'occasion de changer ça, c'est l'occasion d'abandonner ces parties fragiles, ces parties non adaptées de votre esprit, de vos comportements, pour les remplacer par des comportements plus adaptés. Et un outil qui peut vous aider pour trier vos comportements et pour trier vos croyances, c'est le fait de tenir un journal. Notamment parce que il sera important de relire ce journal avec 1 semaine de décalage, par exemple, ou 2 semaines, hein, ça dépend, c'est à vous aussi de voir ce qui vous correspond le mieux. Ça vous permettra de prendre du recul sur votre fonctionnement physique et psychique et de voir à quel point vous aviez tel ou tel comportement qui n'est pas
adapté ou qui n'est pas vraiment optimal par rapport à la situation. La tenue du journal, ça permet déjà de décharger le stress, donc ça c'est un bénéfice à court terme, hein. Tous les soirs ou tous les matins, mais c'est plus utile le soir, ça vous permettra de faire ce qu'on appelle la décharge cognitive, décharge au sens à la fois de se décharger, mais aussi au sens de remplir les poubelles, c'est-à-dire que vous allez mettre ce qui vous préoccupe par écrit, vous allez coucher ce qui vous préoccupe par écrit, et ça va donner à votre cerveau l'illusion d'avoir résolu le problème. Alors c'est temporaire et ça ne vous dispense pas de résoudre les problèmes, mais comme lorsqu'on est anxieux, on se fait du souci sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément prise, les coucher par écrit permet comme ça de manipuler finalement votre propre cerveau pour qu'il renonce temporairement à cogiter sur des problèmes qu'il n'est de toute manière pas en état de résoudre. Ça, c'est le bénéfice à court terme, mais en ajoutant à cela la relecture du journal en décalage, vous allez pouvoir vous analyser. Je rappelle que c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qu'on fait dans le coaching, dans les psychothérapies, et que là, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire tout seul, cette analyse, cette collecte de données sur votre fonctionnement. Et ça vous permettra d'identifier ce qui mériterait peut-être d'être changé dans votre comportement et dans vos réflexions, et ce qui est durable et qui est finalement antifragile. Dernière technique que j'ai envie de partager avec vous, toujours dans la partie vision, donc un exercice psychologique, un objectif psychologique même, je dirais, c'est de vous traiter comme un ami. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est souvent bien plus dur avec soi-même qu'avec nos proches. Quand on a un proche qui rencontre un problème, par exemple un proche qui s'est fait larguer par son partenaire amoureux et qui nous appelle en étant un petit peu le moral dans les chaussettes, eh bien on va l'écouter patiemment, si on sait écouter, parce que tout le monde ne sait pas écouter sans se mettre immédiatement à donner des conseils, etc. Donc l'écoute bienveillante et active, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous savez faire ça, vous allez écouter votre ami, et même si vous ne savez pas écouter, vous allez essayer de lui remonter le moral, peut-être en lui donnant des conseils mal placés d'ailleurs, hein, en lui disant « Ah oui, 1 de perdu, 10 de retrouvé », le truc qui n'a jamais remonté le moral à personne, mais on va dire que ça part d'une bonne intention, vous essayez de tirer votre ami vers le haut. Quand vous vous faites larguer, quel est votre réflexe ? Est-ce que votre réflexe, c'est de vous remonter le moral, de voir tout ce que vous avez bien fait dans la relation et de vous dire que c'est quelque chose qui vous servira pour les prochaines relations, comme si vous étiez en train de parler à un ami que vous essayez de réconforter finalement, ou est-ce que vous êtes en train de vous juger et de vous morfondre à coups de pensées autocritiques? En vérité, je suis sûr que vous appliquez le deuxième comportement. Plutôt que de vous parler comme à un ami, plutôt que de vous traiter comme une personne que vous voulez soutenir face aux épreuves, que ce soit une rupture amoureuse, un problème professionnel ou je ne sais quoi d'autre, un problème de santé, vous allez être critique, vous allez vous dire « Ah, c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ça comme ça, de toute manière, t'y arrives jamais, de toute manière, tu prends jamais les bonnes décisions. » Et hop, on est parti pour un dialogue interne ultra dépréciatif. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez garder le moral et si vous voulez éviter de vous miner, traitez-vous comme un ami à qui vous voulez du bien. Et je finirai là-dessus pour ajouter une petite nuance. Traitez-vous comme un ami et apprenez à reformuler vos pensées critiques. Lorsqu'on a une pensée critique et plus globalement ce qu'on appelle des émotions négatives, la tristesse et la colère principalement, en fait, c'est l'expression d'un besoin non satisfait. Et ici, quand je parle de besoin, je fais référence à ce qu'on appelle les besoins en communication non violente. C'est-à-dire, non pas des objets tangibles, hein, c'est pas j'ai besoin d'avoir tant d'argent sur mon compte en banque, mais des besoins abstraits. Or, quand un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas satisfaits, ça génère des émotions dites négatives, parce que justement le besoin n'est pas satisfait, et c'est comme ça que ça se manifeste dans notre esprit. Et je parle de ça plus globalement dans l'article que j'ai écrit en préparant cette vidéo, puisqu'en fait, j'ai écrit un gros article qui présente plus de techniques que celles que j'ai énoncées dans cette vidéo. Un article qui présente 13 techniques qui forment cette méthode, structure et vision. Donc je voudrais le dire quand même par honnêteté, j'ai pas tout mentionné dans la vidéo par souci de concision, mais si vous allez lire cet article, vous retrouvez évidemment la version intégrale de la méthode structure et vision que j'ai publiée à l'occasion du confinement, mais qui marche toute l'année. Et vous comprenez bien que tous les conseils que je vous donne,
pour garder le moral et pour développer votre mental, notamment à travers des structures, des journées structurées, des objectifs structurés, des objectifs hiérarchisés, et à travers une vision à long terme et à travers tous les exercices psychologiques que je viens de donner, tous les réflexes psychologiques que je viens d'aborder, tout ça c'est valable toute l'année. Il y a évidemment des aménagements à faire ou à ne pas faire en fonction de votre métier, de votre emploi, de vos conditions de travail, de votre situation personnelle, mais c'est valable toute l'année, d'accord? Petite remarque enfin pour finir, les gens qui sont abonnés à ma newsletter ont reçu, avant même que je tourne la vidéo, un mail avec un lien vers l'article. Donc, si vous aimez recevoir les contenus avant tout le monde, si vous appréciez les contenus exclusifs, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Comme pour les articles que j'ai évoqués, il y aura un lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aidera à garder le moral et à développer un mental persévérant et endurant malgré le confinement et surtout bien au-delà du confinement. Je le répète, c'est une méthode que j'ai commencé à développer en 2013 quand j'ai créé ma première entreprise. Donc j'ai commencé à expérimenter le télétravail et aussi toutes les épreuves qu'on rencontre quand on crée une entreprise. Donc c'est un vrai parcours du combattant, c'est des montagnes russes, c'est un peu un voyage initiatique et ça m'a beaucoup appris sur moi et sur comment m'entraîner à résister aux épreuves, à dépasser les contrariétés grâce notamment à cette vision à très long terme. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.